On attendait, on espérait de nouveaux Mac M2 en novembre, MacBook Pro 14 et 16 pouces, Mac Mini et peut-être Mac Pro. Et s'il fallait attendre le mois de mars 2023, Mark Gurman est affirmatif et Tim Cook semble lui avoir donné raison lors de l'annonce des résultats trimestriels. La petite entreprise Apple connaît pas la crise, pas si sûr. Le patron a prévenu, le trimestre prochain sera moins bon. Alors Apple va-t-elle souffrir comme le reste des entreprises mondiales ? C'est la question événement de la semaine. Le dîner d'Eli avec des Tesla Boys en entrée, une tempête dans iOS 16.2 en pleine résistance et une pomme lumineuse en dessert. Et puis le bonus Patreon pour notre communauté Patreon. Retour sur les premiers jours d'Elon Musk à la tête de Twitter. Nous enregistrons ce bonus dans la foulée de cet épisode et ce débat exclusif est pour nos soutiens sur patreon.com/iweek. Alors rejoignez-les et profitez-en. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 110e épisode d'iWeek, la semaine Apple que nous enregistrons en cette Toussaint. Oui, nous sommes le 1er novembre 2022, en cette fin d'après-midi. Benjamin Vincent au milieu des oliviers et des vignes en Petite Camargue avec une seule barre de réseau pour rester en contact avec la team. On va essayer de se parler et de s'entendre. Bonjour Ellie Habitbol. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Benjamin, oui. Décidément le réseau est très mauvais. Ça me fait penser au sketch de Benoît Poulvorde. Benjamin, présent. Benjamin. C'est moi. Eli Habitbol, donc cofondateur des magasins MCS et pas MSC à Nice, Cannes et Aix-en-Provence et président des Apple Premium Resellers en France. Toujours un plaisir de te retrouver, Eli. Salut aussi à toi, Fabrice Neumann. Salut mon capitaine, tu sais donc pourquoi je t'appelle mon capitaine, donc puisque une fois sur deux tu parles des croisières. Ah, ça vient de là, d'accord, oui. Une explication. C'est vrai, ça date de cet épisode, ce fameux épisode-là, je m'en souviens. Fabrice, donc mentor en technologie avec ton site toujours pro-fusion-conseil.fr avec ou sans S. Exactement. Toujours un bonheur aussi de te retrouver, Fabrice. Et salut à toi, François Le Truedic. Bonjour Benjamin. Bonjour monsieur. Est-ce que vous allez bien les garçons ? Oui, je suis content. Je suis content parce que ce soir, pour une fois, c'est pas moi qui ai la pire connexion internet de la bande, donc ça me fait très plaisir. Merci à toi, Benjamin. Je me mets à la place de chacun des membres de l'équipe à tour de rôle. C'est important pour comprendre vos petits problèmes du quotidien. Je suis très heureux de vous retrouver, en tout cas dans cette zone blanche magnifique qui est la Camargue. Trois petits rappels rapides. D'abord, ce rappel qui concerne la quotidienne iWeek, le compagnon indissociable de la semaine Apple. Suivez la quotidienne iWeek et vous aurez votre dose d'infos tous les jours du lundi au vendredi gratuitement et sans rien rater. Il suffit de cliquer sur le bouton suivre ou s'abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Les réseaux sociaux, Twitter @iWeekNews et Instagram @iweek.news. J'ai dit 3 rappels, mais j'en ai fait que 2. Ça me permet de saluer les absents, à savoir Gilles Dounès, qu'on embrasse bien fort. Dans quelques minutes, la longue attente des MacBook Pro M2, Mac Mini M2 et Mac Pro à processeur Apple. Mais tout de suite, la crise et Apple, ça y est, elle est presque là. C'était jeudi dernier, pendant l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, une conférence par téléphone en direct avec les analystes financiers pendant laquelle Tim Cook et Luca Maestri, le directeur financier d'Apple, ont tous les deux prévenu. Au trimestre prochain, Apple ne fera pas aussi bien qu'il y a un an, et notamment les ventes de Mac. Alors le Mac, il en sera question juste après, dans l'info de la semaine, mais tout d'abord, on va s'arrêter sur cet avertissement d'Apple qui semble admettre que la crise va aussi l'impacter. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas, Eli ? Oui, c'est le cas même depuis pas mal de temps, puisque
les livraisons de produits Apple, même de produits traditionnels, comme par exemple l'iMac 24 pouces, qu'on a extrêmement du mal à avoir en stock. Et pour te donner un exemple, et pour que vous compreniez tous les problèmes, on a une commande d'un Mac Studio Ultra qui devait nous être livré au mois de mars pour un client. On ne l'a toujours pas. Mois de mars. Mars. On est en novembre. Oui, on l'a toujours pas. C'est pour te dire que les délais, tous les mois, ils nous le reportent d'un mois. Et c'est un produit, c'est pas une palette, hein. C'est un malheureux Mac Studio Ultra, certes, bien configuré, plus de 6 mois. Mais c'est pire que ta Mercedes. Oui. Oui, mais je l'ai eu, au moins. Mais ça ne s'est jamais vu, 6 mois de retard pour un Mac. Jamais. Je sais pas. François, Fabrice Ça me paraît délirant et je me dis ton client il est vraiment fidèle parce que moi à sa place ça ferait longtemps que j'aurais commandé un autre modèle sur le Refurb par exemple parce le Mac Studio est sur le Refurb depuis quelques mois maintenant, il y a pas mal de configs y compris des configs boostés, donc c'est bien, soyez fidèles à Eli, bravo. Alors Eli, c'est intéressant ce dont tu parles, mais Fabrice, est-ce qu'on parle là de crise ou peut-être de la conséquence de la pénurie de composants, d'un retour du Covid aussi un peu en Chine, on en parlera tout à l'heure. C'est un mélange de causes, Fabrice ? Alors, sûrement plusieurs causes, même si en termes de composants, Tim Cook a quand même dit pendant l'appel qu'il a eu avec les financiers qu'on n'était pas loin de la fin de la pénurie de composants. Il parle en anglais de legacy nodes, donc c'est tous ces petits composants qui ne sont pas produits par Apple et éventuellement même pas pour Apple, mais qui sont communs à plein de choses électroniques qu'on trouve sur les cartes mères ou des choses comme ça, où il y a eu beaucoup de pénuries là, parce que c'était plus fabriqué du tout. Et là, il a dit ça, on n'est pas loin d'en sortir. Après, il y a toujours des problèmes de fabrication en Chine parce que, alors, vous avez dû sûrement voir ça, notamment dans les usines de fabrication des iPhones. À cet endroit-là, il y a toujours beaucoup de Covid et en gros, les salariés de Foxconn qui fabriquent ça sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir et il y en a qui commencent à trouver le temps long dans l'usine et donc ils sortent quand même en escaladant les grilles. On a vu les images aujourd'hui dans les journaux de télé, mais c'est terrible pour Apple, hein, comme... Voilà, alors j'aurais envie de dire c'est d'abord terrible pour les gens, hein, parce que quand même ça veut dire qu'ils sont en prison dans l'usine parce qu'il faut qu'ils fabriquent des iPhones. Moi c'est d'abord ça qui me choque et ensuite ça peut donc avoir un impact sur les résultats d'Apple. Si c'est parce que c'est des gens qui veulent essayer de voir leur famille au bout de des mois qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est peut-être pas grave pour Apple. Mais en fait, excuse-moi, hein, c'est juste pour compléter ce que tu dis, tel que c'était présenté par exemple sur M6 dans le journal de 13h, ils te disent ce qui se passe, c'est qu'on leur promet à bouffer et ensuite on oublie, ils n'ont pas à bouffer, il y a une distribution minimum, les gens s'entretuent. Et ils montraient des images pour attraper un sac de nourriture. Et ils ont parlé de gens qui sont morts en essayant de s'échapper et des gens qui sont morts de faim dans leur chambre. Donc c'est quand même des trucs, on n'avait jamais vu ça. Hein. C'est gravissime, quoi. Enfin, c'est même pas imaginable. Là, on change un peu de sujet, mais c'est le vrai sujet, il est d'abord là. Hein. Je pense aussi. Donc il y a des problèmes de production multiples. Donc liés au Covid, qui peuvent donc amener à des situations dramatiques telles qu'on vient de les décrire. Mais attends, ça veut dire que ça veut dire que la situation du Covid en Chine, elle est beaucoup plus grave que ce qu'on sait ici. Alors, en tout cas, elles sont très fluctuantes. On en a très peu parlé, nous. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi une autre façon de traiter la chose. C'est-à-dire que dans certaines villes, en tout cas, il y a quelques cas qui sont répertoriés et on bloque tout. C'est ça. Donc, ça ne veut pas forcément dire que le nombre de cas est plus élevé qu'ici. Mais en revanche, dès qu'il y a quelque chose, on bloque tout, on coince tout, il faut faire des tests tous les jours ou tous les 2 jours. Enfin, c'est beaucoup plus strict qu'ici. Par exemple, un autre point qui était évoqué dans ce reportage, dans Disneyland Shanghai, les touristes qui sont à l'intérieur ont été bloqués dans Disneyland et il faut qu'ils puissent présenter 3 tests négatifs 3 jours de suite pour qu'on les autorise à sortir du parc. Sinon, ce sont des étrangers, ils sont là-bas, ils sont sur place, ils ne peuvent pas sortir.
Je sais pas s'ils ont le droit aux attractions gratuitement. Hein. Peut-être que Disney a fait un geste pour eux, mais tu vois, ils sont bloqués. Alors qu'on est très très loin des taux de contamination qu'on peut avoir chez nous, je pense. Et chez nous, on laisse couler aujourd'hui. Mais enfin, si ça commence vraiment à passer dans le côté médiatique, je pense que ça va faire beaucoup beaucoup de mal à Apple, parce que c'est une très très mauvaise publicité, et on sait qu'Apple met beaucoup en avant le côté de la santé, etc. Pour moi, on est à la limite du scandale, et si ça éclate, je pense que ça va faire beaucoup de tort à Apple, surtout quand on voit à quel point on parle de manière, assez critique d'Apple aujourd'hui, et c'est légitime, hein. Mais là, honnêtement, je pense que c'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Alors, vous avez remarqué qu'on s'est éloigné tout de suite du sujet qui est l'inflation, le décalage dans le temps de la sortie des produits. Est-ce que ce qui domine aujourd'hui, c'est pas cette situation-là à la base sur les lieux de production ? Ça aura un impact dans les semaines qui viennent, hein. Parce que Apple a des stocks tampons, tout le monde en a dans le réseau, les grossistes en ont, même si ça arrive en flux tendu. Mais en tout cas, la livraison des iPhones, aujourd'hui, c'est problématique. Il y a des modèles qu'on n'arrive toujours pas à avoir. On en a eu au moment de la sortie, pendant quelques jours. Il y a eu rupture, évidemment. Mais les autres années, il y avait reassort. C'est-à-dire qu'en fait, un tout petit peu après, on commençait à recevoir quasiment en flux tendu et en continu, de quoi alimenter nos ventes jusqu'à Noël. Là, ça fait plusieurs jours, voire pour certains modèles plusieurs semaines, qu'on n'en a pas vu un seul. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a quelques jours, c'était cette semaine, Apple confirmait qu'il n'arrivait pas à suivre et à répondre à la très forte demande d'iPhone 14 Pro. Oui. Mais ce que vous me racontez sur les conditions de leur fabrication en Chine, c'est absolument épouvantable. C'est assez nouveau, on en parlait. Bon, certainement, les gens sur place le savent et ceux qui le suivent de près le savent, mais ça faisait un moment que ce n'était pas ressorti dans les médias. Et là, ils ont commencé par parler d'une énorme ville-usine qui fabrique des téléphones, et ensuite ils ont dit l'usine qui fabrique des iPhones, donc on ne peut pas être plus précis que ça. Hein, donc, et voilà. Et c'était après avec des images, mais terribles. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi en tenant compte de ce facteur-là que Tim Cook, à votre avis, a lancé cet avertissement, finalement, jeudi dernier, pour dire on vous prévient dès maintenant, le trimestre qui suit sera moins bon que le trimestre actuel. Est-ce que c'est pas complètement cynique, finalement, d'en avoir juste une approche purement financière, même si c'était à l'occasion d'une conférence financière, effectivement. Non, je pense qu'à ce moment-là, il ne pensait pas à ça. Il était dans son sujet qui était parlé à des analystes financiers. Par contre, les décisions qui en découlent, et qu'il a certainement prises avant, peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas de MacBook Pro, pourquoi il n'y a pas d'iMac annoncé ce trimestre. C'est parce que, comme on a déjà vu, s'il y a un problème de composants, admettons, en partie, ou d'approvisionnement, parce que certains fournisseurs peuvent être bloqués pour livrer certaines usines qui sont confinées. Je ne sais pas qu'est-ce qui circule en Chine, en tout cas pas l'information, mais ce qui fait que Apple peut donner la priorité en disant ce trimestre, on va fabriquer des téléphones et des tablettes. Le reste, on verra plus tard. Sinon, c'est trop compliqué, on ne pourra pas les sortir, on ne pourra pas les livrer, on ne pourra pas les transporter, etc. Donc, limitons-nous à l'essentiel. On a quelque chose qui a été annoncé et qui est sorti, donc les iPhone 14 sur tous les pros et des nouveaux iPads. Ce trimestre, on va se focaliser là-dessus et puis on verra si la situation s'arrange début 2023. Ça peut être ça. On va revenir sur le décalage dans le temps de la sortie des nouveaux Mac, hein, c'est promis, mais vraiment sur cet aspect de la crise qui peut-être va quand même finalement impacter Apple. L'annonce de Tim Cook, elle se fait aussi à la lumière des tarifs qui ont augmenté tous azimuts, et les services ont été les derniers à y passer la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire, Fabrice, que malgré l'augmentation des prix, Apple
entérine le fait que les clients vont être moins nombreux à acheter, à commander, à s'abonner. Probablement parce que les résultats de Microsoft montrent ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on s'attend globalement à ce qu'il y ait une chute un peu partout. Il n'y a pas qu'Apple qui va être impacté. Donc Apple le prévient, mais les autres aussi. Donc il y a un effet de ciseau assez important pour les résultats financiers de toutes ces grosses boîtes, c'est-à-dire que au plus fort de la crise Covid, Apple, Microsoft, Google et toutes les grandes boîtes GAFAM ont fait énormément de profits supplémentaires. On est resté chez nous, on a regardé des vidéos, on a plus travaillé chez nous, on a acheté des ordis et tout un tas de trucs. Maintenant, donc il y a eu un sursaut d'équipement qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. D'abord, les gens sont donc équipés, et puis ensuite, pour beaucoup, ils sont retournés au bureau. Donc il y a forcément ce contre-coup. Et puis ensuite, comme maintenant on est en plein dans une crise qui s'annonce, c'est-à-dire que une crise énergétique, une fois qu'on est entre guillemets, j'ai envie de dire, avec beaucoup de précautions, sorti du Covid, et on a bien vu ce que ça avait comme effet encore en Chine et même encore chez nous. Mais il y a aussi la guerre en Ukraine et des choses comme ça. Donc là, on est en plein dans des restrictions de dépenses aussi pour beaucoup de foyers. Donc tout ça mis bout à bout fait que toutes ces grandes boîtes sont arrivées là au bout de leur croissance au bout d'une période de croissance en tout cas semble-t-il, et Apple et les autres annoncent quelque chose dans les trimestres qui arrivent, quelque chose de beaucoup moins bon. Mais malgré tout, avec tout ce qu'on vient de dire, etc., Apple est quand même la société qui s'en sort le mieux et de loin dans le domaine de la tech. Que ce soit au niveau boursier ou que ce soit au niveau résultat. Donc il faut toujours un peu... Mais ça ne les empêche pas d'annoncer des moments plus difficiles à partir du trimestre qui est en cours en ce moment. Bien sûr. Alors sur l'année, ça donne quand même des revenus hallucinants, presque 400 milliards de dollars engrangés par Apple. Le budget de la France, c'est quoi ? C'est un peu plus de 3 000 milliards, c'est ça ? Oui, ils sont pas encore au niveau du budget de la France, mais au niveau du budget de la Belgique, oui. Non, mais ça donne une idée. Apple gagne autant en une année que un quart ou 20% du budget d'un pays comme la France. Oui, bien sûr, c'est monumental. C'est pas rien. Non. Bon, on va suivre évidemment les nouvelles économiques et aussi les nouvelles sociales en provenance de Chine dans les jours et les semaines qui viennent, parce que c'est effectivement particulièrement préoccupant, en tout cas du point de vue social. Je me fais pas de soucis pour Apple personnellement. On se retrouve dans 3 secondes pour parler cette fois des produits et des nouveaux Mac. On les attendait pour les prochains jours. On va peut-être pouvoir hiberner jusqu'au printemps. À tout de suite. En ce 1er novembre, peut-on commencer à hiberner dès maintenant, baisser le rideau et se donner rendez-vous le 1er mars pour la prochaine keynote ? Les Mac attendus en ce mois de novembre n'arriveraient finalement qu'au printemps, après la sortie de macOS 13.3 et iOS 16.3 attendus eux en février. Et donc pas étonnant que les chiffres du Mac s'apprêtent à baisser, d'autant que les nouvelles machines, celles de 2023, devraient coûter encore plus cher que celles qu'elles vont remplacer, d'où peut-être aussi une ruée sur l'occasion et le refurb à la recherche de machines M1 nettement moins chères que les futures M2 neuves. Est-ce que ça vous a surpris, mes amis, cette prévision de Mark Gurman, qui semble avoir été quand même confirmée par Tim Cook jeudi lors de la conférence des résultats trimestriels, puisque il a dit, je cite, qu'Apple entre dans la période chargée des achats de Noël avec notre ligne de produits entièrement en place. Oui, et d'ailleurs, Luca Maestri a complété cette information en étant encore plus précis, en disant qu'il n'y aurait pas d'annonce dans le domaine des MacBook Pro. Il a dit en répondant à une autre question.
Alors il l'a pas dit comme ça. Ouais. Il a dit, c'est une période très, c'est une période de défi par rapport à l'an dernier où nous avions bénéficié du lancement de nos nouveaux MacBook Pro à processeur M1. C'est ça, mais les analystes ont compris, donc cette année, il n'y aura pas de... Voilà. C'est une extrapolation. C'est ça, c'est une extrapolation, mais ça veut effectivement dire qu'il y aura probablement pas de lancement ce trimestre en tout cas. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Mark Gurman avait l'air totalement sûr de lui, parce qu'il avait des infos, et il disait il y aura quelque chose en novembre, etc. Et puis, il a eu une info supplémentaire, et évidemment, il réagit à l'actualité, hein. Et il a su prendre le virage à temps, mais il y a pas si longtemps que ça, il était sûr que ça arrivait, hein. C'est-à-dire que les produits doivent être prêts quelque part ou quasiment prêts, et il y a d'autres facteurs qui font qu'ils ne sortent pas. Voilà, alors pour être tout à fait précis, la conférence c'était jeudi soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi. Luca Maestri et Tim Cook ont chacun dit ce qu'on vous a rapporté. Et dimanche, Mark Gurman en a remis une couche dans sa newsletter en affirmant qu'il y aurait donc effectivement pas de Mac en novembre et qui serait pour le mois de mars, qui était du coup l'info. On aurait pu penser peut-être à janvier, mais c'est vrai que traditionnellement, historiquement, il y a très rarement de lancement en plein hiver, hein. Oui, parce que janvier, c'est le CES, il y a énormément d'annonces de tout le monde, et si Apple faisait une annonce, même si c'est Apple, ça serait noyé dans une vague d'annonces technologiques, tout constructeur et tout bord confondu. Apple cherche à maximiser l'impact de ces annonces, donc janvier, c'est pas la bonne période, sauf s'ils étaient présents au CES, mais on sait que c'est pas le cas. Alors, ça peut changer, hein, même si Gary Shapiro nous a dit qu'il n'y aurait pas de keynote Apple au CES. C'était il y a déjà 3 semaines maintenant. Et d'ici le début janvier, ça peut encore changer. C'est vrai que j'y crois pas beaucoup. Mais ça reste une possibilité. Oui, mais ce qui peut se passer, si jamais c'était le cas, c'est qu'ils parlent de ce casque de réalité augmentée virtuelle dont on parle depuis si longtemps, qui lui ne serait pas disponible avant juin, donc on a le temps de voir, mais ce n'est pas une annonce de produit qui doit arriver dans la semaine, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas faire une annonce en janvier d'un MacBook Pro qui lui arriverait. François, est-ce que c'est pas juste normal finalement que ces Mac qu'on espérait peut-être dès le mois en cours n'arrivent qu'en mars, ce qui les mettrait sur leur rythme de renouvellement tous les 18 mois comme on le dit depuis très longtemps? Oui, bah c'est vrai que c'est ce qu'on a évoqué dans la quotidienne cette semaine, pas plus tard que lundi d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que généralement on est sur un cycle de renouvellement plutôt de 18 mois, on le voit à l'image des iPad Pro, à l'image de pas mal de produits. Les seuls produits en fait qui changent tous les ans, au final, c'est les iPhones et les Apple Watch. Regardez les iMac, les iMac M1, ils sont sortis au mois de mars 2021, ça fait plus de 18 mois, et ils sont toujours au catalogue, et ça bougera sans doute pas avant un petit paquet de mois. Ça aurait été assez étonnant que le renouvellement se fasse aussi rapidement. Ça s'était fait rapidement l'année dernière sur les M... Et encore non, je vais dire une grosse bêtise. Non, l'année dernière, il y avait eu 1 an entre les M1 et les M1 Pro et les M1 Max, mais c'était pas les mêmes machines. Donc effectivement, maintenant, je pense que ça va aussi inciter, comme tu l'as dit, beaucoup de gens à l'image de moi ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire passer sur du M1 Pro, du M1 Max sur le refurb, plutôt que d'attendre impatiemment des M2 Pro Max qui au final n'auront sans doute peu d'évolution. C'est vrai que par rapport à ce qu'on peut voir même sur les iPad Pro, les MacBook Air, M1, M2, ça n'a pas révolutionné la chose. Donc moi j'ai préféré bénéficier d'un prix plus intéressant sur le refurb plutôt que d'attendre et me retrouver avec un ticket d'entrée potentiellement à 4500 ou 5000 euros. Et là ça devient quand même assez délirant, je trouve. Fabrice, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage dans le temps finalement? Parce que si on a parlé du mois de novembre, c'est qu'il y avait sans doute des raisons. Ça a peut-être été prévu comme ça par Apple à un moment de lancer ces nouvelles machines en novembre. C'était aussi une manière de respecter le timing qu'avait fixé Tim Cook, des 2 ans pour la transition. Et puis là, on a l'impression que finalement, il y a sans doute des raisons plus impérieuses qui font que si ça prend 4 mois de retard, c'est pas si grave. C'est quoi les raisons, à ton avis, qui expliquent ce décalage?
Je pense qu'on les a évoqués un petit peu avant, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de trucs, là. Déjà, dans un monde qui fonctionne et qui tourne à peu près rond, c'est pas facile d'introduire de nouvelles technos, de sortir des nouveaux modèles à temps. Et s'il y a des problèmes de fabrication, de production d'iPhone, par exemple, Ellie l'a évoqué tout à l'heure, s'il y a besoin de déménager des équipes ou de profiter d'un endroit de production pour booster quelque chose, à ce moment-là, ça se fait au détriment d'un autre modèle. On avait évoqué ça il y a un an, il me semble, où pendant quelques temps, les iPads avaient été mis de côté parce qu'il fallait réserver, là c'était à cause de la pénurie de composants, il fallait réserver quelques composants pour les iPhones, donc l'iPad a été mis de côté, et donc on peut imaginer que ça joue maintenant aussi sur les Mac, puisque il y a des choses qui sont en commun sur toutes ces machines. Donc voilà, donc du coup, effectivement, la période de 2 ans qui avait été annoncée par Tim Cook pour passer toute la gamme au processeur Apple, c'est fini, bien fini. Ce sera au-delà, et je pense que là, globalement, vu l'état du monde, c'est quand même pas très étonnant. Et pour terminer là-dessus, n'oublions pas non plus que je pense qu'il était prévu par Apple de sortir une bonne partie au moins de sa production de Chine pour aller dans d'autres pays, et que ça devait être fait peut-être petit à petit, et qu'ils sont peut-être obligés de le faire plus vite que prévu, parce que vu les événements qu'on a là aussi décrits un peu plus tôt, résultat, tout ça perturbe, ça bouscule tout, donc il faut sûrement faire des choix. Il vaut mieux ne pas sortir de nouvelles machines que d'en sortir des modèles qui ne seront pas livrés, à l'image de ce que nous a dit Ellie tout à l'heure, de machines qui peuvent mettre 6 mois à être livrées. Il vaut mieux ne rien avoir à son catalogue dans ces cas-là. Il y a un complément par rapport à ce que vient de dire Fabrice, c'est que dans le lancement d'une nouvelle machine, il y a toujours une séquence de validation, de pré-production, de séries limitées, de ramp-up, etc., qui se passe toujours avec des ingénieurs d'Apple qui se déplacent dans les usines de fabrication. Donc imagine s'il fallait pré-lancer les nouveaux MacBook Pro, si l'usine est confinée, les ingénieurs d'Apple de Cupertino, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas surveiller les rampes, ils ne peuvent pas vérifier la qualité physiquement de ce qui sort en pré-production, etc. Donc tout ça, ça peut provoquer des retards. Bon, mais ça c'est vrai que pour Apple, je mets de côté l'aspect social, qui est épouvantable, et on le dira jamais assez, mais ne pas avoir de prise du tout sur sa production, etc., ça doit être insupportable pour Apple en tant qu'entreprise. Oui, mais... Et pour Tim Cook en particulier, qui est le maître de la chaîne d'approvisionnement. Ben oui. Alors, peut-être qu'on peut limiter la phrase quand même. C'est pas qu'ils n'ont pas de prise du tout. Ils en ont moins que ce qu'ils aimeraient, ce qui est donc toujours aussi épouvantable pour Tim Cook, qui doit en perdre le sommeil. Mais comment faire autrement, vu les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui? Ça me paraît... c'est même en fait totalement étonnant, à mon sens, qu'ils soient quand même capables de sortir des millions d'iPhones par semaine pour en livrer autant qu'ils le font aujourd'hui. Enfin, personnellement, je préférais qu'il y ait moins d'iPhone de livrés et que les conditions sociales soient meilleures, mais je pense que c'est le cas pour nous tous autour de cette table et pour beaucoup, beaucoup de gens. Absolument. Alors il y a 2 départs chez Apple qui ont été signalés par le même Mark Gurman en ce mardi 1er novembre au matin. Je ne sais pas si vous avez vu ces 2 nouvelles. Donc c'est Anna Mathiasson qui était en charge de l'Apple Store Online, si je ne me trompe pas, et Marie Demby qui elle supervisait les systèmes d'information. 2 femmes donc, qui partent, toutes les 2 qui quittent Apple, toutes les 2. C'est mauvais pour la parité, ça. Ça dépend sûr. Par qui elles sont remplacées. C'est sûr. Par les femmes. Très vrai, très vrai. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. En tout cas, c'est une période un peu compliquée pour Apple. Si vous attendiez le mois de novembre pour acheter un Mac Mini M2 ou un de ces nouveaux MacBook Pro 14 ou 16 pouces, bien qu'il soit sans doute amené à être encore plus cher, quel est le conseil qu'on peut donner
à part attendre? Bah moi pas hésiter à aller chez votre APR du coin, n'est-ce pas, aller chez Eli, hein. Sinon l'autre solution c'est de passer par le refurb où on a quand même des bonnes machines qui ont des bons compromis. Je pense que pour des gens qui auraient des vieilles machines Intel et compagnie, moi une vieille machine, j'ai un peu honte de dire ça, c'est qu'une machine qui date de 2018, mais c'est vrai que 2018 ou 2019, mais c'est vrai que j'en avais marre en fait d'avoir une machine qui ventile tout le temps, qui a une batterie vraiment pourrie. Les dernières générations d'Intel, je trouve que ça a vraiment été une catastrophe. Quand on voit les M1 à côté, le gap est énorme. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'ai franchi le cap. J'en avais marre d'attendre. Ça fait quand même quasiment 2 ans la transition au processeur Apple Silicon. Ça fait 1 an que les MacBook Pro sont sortis. Je me suis dit, allez, j'y vais. Après, voilà, on ne saura que vous conseiller si vous pouvez d'attendre. Maintenant, le fait d'attendre, ça peut aussi vous permettre de mettre un peu plus d'argent de côté parce que voilà, le prix risque de connaître une forte augmentation, sans doute, allez, on va dire à la louche, entre 300 et 400 euros par machine, je pense, quand on voit l'inflation des iPhones, ça risque d'être à peu près de cet ordre-là. Ouais. Donc, soit vous mettez de côté, soit vous achetez maintenant sur le refurb, et auquel cas, vous ferez presque une économie, quoi. Eli, est-ce que tu as, toi, un conseil de revendeur, enfin de commerçants à faire? En fait, ça dépend des besoins. C'est-à-dire que si c'est un besoin impératif, autant acheter ce qui est produit aujourd'hui si on arrive à le trouver, parce que les performances sont quand même bonnes. Hein. Honnêtement, mais on trouve des machines neuves aujourd'hui? Oui, on en reçoit, mais pas autant qu'il faudrait dans cette saison. Mais, et certains modèles spécifiques mettent très longtemps, mais des modèles standards, pas des CTO, des choses comme ça, donc c'est-à-dire des machines configurées à la demande du client, on arrive à en avoir. On a mais par exemple, si on veut du MacBook Pro, M1 Pro ou M1 Max, on en trouve? On arrive. Dans les configs standards, oui. D'accord. On arrive à en avoir régulièrement, pas autant qu'on voudrait, mais on arrive à en avoir. Donc ça, c'est une possibilité. Après, quelqu'un qui se dit « Ah, mais moi, de toute façon, je sais qu'il y a un M2, je vais attendre le M2 », en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas d'autre changement que le processeur, en fait, vous allez attendre 6 mois pour avoir 20%, entre 15 et 20% de puissance en plus. Hein, c'est pas plus que ça. Donc, et de prix en plus aussi, peut-être. Oui. Je savais pas si tu parlais de la puissance ou du prix. C'est ça. Non, c'est la puissance. C'est un peu les deux. Alors, il n'y a pas que ça, cela dit, parce que les 15-20% supplémentaires de puissance, c'est pour tout ce qui est CPU. Oui. Pour certaines tâches qui utilisent les Neural Engines et autres choses comme ça, là, ça peut aller plus loin parce qu'il y a d'autres moteurs multimédia qui sont intégrés au M2 et qu'il n'y a pas dans le M1, et sachant qu'il faut aussi attendre les M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, dont on ne connaît pas encore grand-chose, même si on peut se douter un petit peu de ce que ça va être. Si toi tu devais acheter une machine aujourd'hui, Fabrice, tu ferais quoi? Il y a toujours, je rejoins ce que dit Eli, en fait, parce que quelle que soit la période dont on parle en termes informatiques, il y a toujours mieux si on attend. Donc là, ça veut dire qu'il faut attendre éventuellement un petit peu plus longtemps que prévu. Mais du coup, j'ai du mal à raisonner comme ça souvent. C'est-à-dire que si on a besoin d'un ordi, on prend le mieux de ce qu'on peut s'offrir au moment où on en a besoin. Et c'est une bonne période aujourd'hui parce que, comme le disait François, le passage à la puce au processeur Apple, c'est un tel bond que une machine à processeur M1, que ce soit même ou Pro ou etc., aujourd'hui, on n'a pas de doute sur sa longévité, on n'a pas de doute sur ses capacités, sa puissance, etc. Donc il n'y a pas de problème. Surtout donc si on vient d'un Mac à processeur Intel et qu'on a besoin d'un surcroît de puissance, on peut y aller sans problème. Enfin, il y a pas vraiment de question. Il y a le cas que je trouve un peu en marge de ce qu'a dit Eli, on veut absolument le M2 machin chose parce qu'on veut le plus puissant. Bah oui, alors c'est dommage, il faut attendre 4 mois de plus, mais ça me paraît pas tellement catastrophique vu les machines dont on dispose aujourd'hui. Voilà, vous savez tout sur les
les prévisions à moyen terme qui concernent les Mac. On vous souhaite de faire les meilleurs choix et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Hein. Un petit tweet avec le hashtag iWeekLSA. On sera toujours heureux d'avoir de vos nouvelles. Allez, on se retrouve dans un instant pour le dîner Daily. On va pouvoir se mettre à table. On va même pouvoir mettre les pieds sous la table. À tout de suite. Le dîner Daily, c'est l'heure de passer à table. On va te passer la main, les maniques, tout ça. J'espère que les fours sont bien chauds, Ellie. Bah, ça va. L'entrée, elle est froide, non ? Ben oui, en fait, c'est une petite entrée dans le thème de l'émission, puisqu'on a parlé un peu et on va parler après dans le bonus d'Elon Musk, hein, qui est un garçon effectivement qui fait beaucoup parler de lui et de T'as Twitter. remarqué. Ouais. Et donc là, c'est assez rigolo comme information parce que, bon, il est arrivé chez Twitter, effectivement, il a viré quelques personnes et ça a été beaucoup médiatisé. Mais comme il essaye de comprendre ce qui se passe dans cette société, qui est quand même une société où il y a beaucoup de logiciels, c'est une société de logiciels et beaucoup d'algorithmes, etc., et qui n'a pas dû aimer les premières réponses qu'il a eues à ces questions. Mais en fait, il a fait venir toute une flopée d'ingénieurs de ces autres sociétés. Donc en particulier, il a fait venir 50 ingénieurs de chez Tesla. C'est assez intéressant. Mais il les a fait venir pour la journée ou... Non, pour l'instant, ils sont détachés. Oui, détachés, d'accord. Oui, ils sont chez Twitter pour essayer de comprendre un certain nombre de choses dans les logiciels et dans les algorithmes qui contrôlent les bots et les algorithmes qui font la modération automatique, etc. Et donc, du coup, parmi les gens qui sont arrivés, donc parmi les 50 employés de chez Tesla, il y a quand même le directeur du développement logiciel, donc c'est pas n'importe qui, un mec qui s'appelle Ashok Eluswamy, mais moi je le connaissais pas, mais bon, il a ce titre-là, et le responsable de l'autopilote et des Tesla Bots, c'est-à-dire de sortes d'Android là qu'ils espèrent sortir dans un an. Donc Milan Kovac, donc ce sont deux très grosses pointures du logiciel. À part ça, il a fait venir quand même quelqu'un de chez Neuralink et quelqu'un de SpaceX. Hein. Donc voilà, donc ces gens-là regardent le boulot que font les ingénieurs de Twitter dans certains domaines. Après, on verra ce que ça va donner, mais c'est rigolo qu'ils fassent confiance à des gens qu'il connaît bien. Voilà. Donc, il ne fait pas du tout confiance aux gens qu'il a en face pour le moment. Bon, bah voilà, pour cette entrée, on va évidemment reparler de Twitter dans le bonus. Hein, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté sur Patreon, rejoignez-la sur patreon.com/iWeek. On passe au plat de résistance, Ellie, et là, on va parler de la prochaine version d'iOS. Oui, de la 16.2 qui est à l'heure actuelle en bêta développeur et bêta public. Et donc, mon conseil, évidemment, si en plus vous utilisez HomeKit, ne l'installez pas. Voilà. Ne faites pas ça parce que vous allez voir, vous allez avoir des problèmes à ne plus savoir comment vous en sortir. Parce que figurez-vous que la 16.2 a une nouvelle architecture. C'est la première fois qu'on entend parler de ça pour la partie HomeKit, mais il y a une nouvelle architecture. Et quand vous vous lancez là-dedans, vous allez voir, c'est un mécanisme infernal parce que vous installez la 16.2, vous allez avoir un petit message qui va apparaître en disant « Il y a un upgrade disponible pour Home, donc pour maison, et pour l'architecture, qui va améliorer les performances. » Donc vous vous dites « Très bien, ok, je vais le faire. » Donc d'abord, vous faites ça sur votre iPhone. Ensuite, il vous dit « Attention, vous avez changé l'architecture. Donc maintenant, il faut que tous vos appareils soient en 16.2. Vos HomePod, il les balance, il les met à jour. Si tu as un iPad, si tu as un autre iPhone, il le met à jour et il faut que toutes les personnes à qui on a délégué la possibilité d'utiliser les fonctionnalités, etc., soient mises à jour aussi. Sinon, ils perdent tout accès. C'est-à-dire que vous l'avez installé sur un poste
admettons que vous aviez en réserve parce que vous aviez envie de jouer avec, si vous touchez à HomeKit, c'est mort. C'est-à-dire que là, vous devez mettre à jour tout, y compris vos Apple TV, tout, absolument tout, vers une version bêta. Donc, alors, il y a un journaliste qui s'est amusé à le faire. Il a dû vraiment appeler des membres de sa famille en disant il faut que tu te mettes à jour, etc. avec la version bêta. Bon, ok. Et simplement, il a constaté que oui, ça va un peu plus vite qu'avant. Mais bon, c'est beaucoup de conséquences pour un petit pas, quoi. Hein. Donc, François, ça te concerne un petit peu ce sujet? Bah, je t'avoue que j'ai fait la mise à jour de mon iPad et j'ai pas eu ce message-là. Maintenant, comme je vous l'ai confessé il y a quelques semaines, j'ai toujours pas réinstallé ma domotique à la maison, donc du coup, voilà. Mais bon, si tu as le message, tu fais pas mettre à jour. Ouais, c'est ça. Je veux il n'y a rien à mettre à jour de l'architecture. toute façon. Donc, en dehors des HomePod, par contre, qu'est-ce que les HomePod, bref. Cet après-midi, mes HomePod en stéréo, en fait, ils me jouaient une musique sur l'un et la musique que j'avais demandé nouvellement sur l'autre. Donc j'avais 2 musiques en même temps sur des HomePod en stéréo, c'est super. C'est vraiment des engins magnifiques. Stéréo. Je suis content d'en avoir 6 d'autres à installer bientôt. Qu'as-tu dit, Fabrice? Bah, que c'est une autre définition de la stéréo, mais qu'on n'a pas la même musique dans chaque oreille. C'est l'audio spatial, t'as deux. C'est le spatial. C'est le 6.1. Mais oui. Bon, Ellie, on n'oublie pas le dessert, hein, parce que c'est un dessert à la pomme. Exactement, c'est un dessert à la pomme et en plus à la pomme qui brille. Parce que figurez-vous qu'Apple a déposé un nouveau brevet au mois de mai de cette année. Donc c'est quelque chose de tout à fait récent, mais même si ça vient d'être publié il y a quelques jours. Hein. Et donc ce nouveau brevet déposé par 2 ingénieurs d'Apple permet d'installer un dispositif dans le dos d'un ordinateur, par exemple portable, qui pourrait être, dit le brevet, un logo, et ce logo s'illumine. C'est pas magique, ça? On a déjà connu ça. Mais oui, bon, sauf que là, c'est à la sauce 2022. Hein, donc là, c'est pas un petit... Alors, ils expliquent que c'est un effet miroir réflectif pour qu'on ne puisse pas voir les composants qui se cachent derrière, mais qu'en même temps, ça puisse bénéficier de l'illumination qu'il y a à l'intérieur de la machine de façon à économiser de l'énergie, mais que ça s'allume quand même. Donc, ça doit être très compliqué à faire. Oh la vache. La définition qui tue. Ah ouais. Ben, il faut le lire. Hein. Il y a 2 paragraphes en anglais. Hein. Donc, mais attends, on a trouvé pourquoi ça va coûter 400 € plus cher. C'est ça. Mais attends, les logos Apple blancs qui s'allumaient au dos des portables, c'était la lumière de l'écran qui allumait le logo, non? Oui, mais là, ça doit être mieux. On l'a pas vu, mais bon. Ça doit être mieux. Tu sais, peut-être qu'avant, ils mettaient une pile ou peut-être qu'il y avait un petit chinois avec une bougie. C'est surtout que tu peux pas faire ça avec des écrans OLED, en fait. On peut pas? Ben non, parce que un écran OLED, tu allumes les pixels quand on a besoin, et sinon ils sont pas allumés. Donc, oui. Alors qu'avec un écran LCD, tu as toujours justement une couche lumineuse derrière l'écran, donc du coup devant la pomme qui s'allume. C'est comme ça qu'on fait. Et en fait, ce qu'il faut rappeler pour que la formation soit complète, c'est que les premiers Mac à avoir une pomme illuminée, c'était le PowerBook G3 dont Gilles pourrait nous parler pendant des heures, mais qui est sorti en 1999. Hein. Et donc, ça a été une révolution, en fait. Forcément, quand c'est Apple, c'est toujours une révolution. Avec ce logo qui s'allumait. Et puis, il a duré jusqu'en 2015. Hein, et 2015, Apple a commencé à les virer au fur et à mesure. Je suppose effectivement avec les écrans de plus en plus fins, puisque ça a commencé par le MacBook 12 pouces, hein, et puis après ça s'est étendu au reste de la gamme, et c'est vrai que certains utilisateurs, dont moi, hein, avons regretté, parce que moi j'adorais cette pomme qui s'allumait derrière le Mac, et si elle revient, bah, tant mieux. Eh bien merci Ellie pour ce dîner excellent, ma foi. Plaisir. On est fin prêt pour aborder les infos qui vous ont échappé cette semaine.
Pommes, les infos qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Ellie, puisque tu es chaud, on va te garder, puisque tu as suivi ces nouvelles règles de l'Union européenne qui vont peut-être faire plaisir à Apple ou pas. Ou pas, effectivement. Puisque dans la lancée à peine, c'est encore tout chaud, l'USB-C a été publié et obligatoire pour tous. Et rappelez-vous que Apple a dit qu'il se plierait à la loi puisque c'était comme ça. Et ben ils ont dû se dire, ah bah tiens, ça tombe bien, on va en sortir d'autres. Et donc, ils essayent, là c'est pas encore publié, mais ou si, pardon, non, c'est pas encore publié, mais en tout cas le projet a été posé sur la table pour que les députés puissent en débattre. Et ce projet voudrait forcer l'accès à des App Store alternatifs, voudrait forcer le sideloading, c'est-à-dire permettre à un éditeur de logiciels d'installer des logiciels dans l'iPhone sans l'accord d'Apple et sans passer par l'App Store. Et, pour couronner, tant qu'à faire une loi fourre-tout, il voudrait qu'Apple... que les iMessages soient interopérables, c'est-à-dire qu'un iMessage d'un iPhone puisse être lu par n'importe quelle plateforme. Voilà, donc l'explication, c'est pour dire que ça sera bon pour la concurrence des autres plateformes. Et bon, moi, ça m'énerve. Après, j'attends l'avis de mes camarades, mais je veux dire, ils peuvent pas laisser les entreprises innover un peu tranquillement. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils se mêlent de tout ? Parce que moi, ça m'énerve. Trop de lois tue la loi, quoi. Bon, c'est la suite du Digital Market Act, le DMA, qui est le pendant du DSA. C'est les deux grands textes que l'Europe est en train de mettre en place et contre lesquels Apple fait beaucoup de lobbying depuis des mois. Oui. Juste ton sentiment, Fabrice, sur l'Europe qui essaye de faire éclater le modèle à la fois de l'App Store et va et pas de la être d'accord messagerie. avec Ellie. Il va pas être d'accord avec Ellie, là. Tu vois, il prépare ses arguments. Non. Je trouve ça très, très, très complexe. Le fait est qu'il y a, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis, de manière différente, cherchent aussi à assurer une concurrence pour éviter les monopoles, sachant que la façon de faire européenne est presque à l'opposé de la façon de faire américaine, mais c'est quand même le principe même de la démarche. J'ai un avis partagé sur le sujet parce que ça fait longtemps qu'on parle de la mainmise. Par définition, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'App Store, il n'y a qu'un seul App Store sur l'iPhone, ça a été conçu comme ça, c'est normal, et ça a beaucoup d'avantages, par exemple, pour la simplification de l'utilisation. Mais la situation a beaucoup changé aujourd'hui, tellement la position de l'iPhone est dominante. Et peut-être trop, donc c'est tout le questionnement de la chose. Est-ce que c'est trop dominant ou pas sur la plateforme elle-même, si on veut pas de ça, on peut aller sur Android naturellement, mais ça a aussi une influence sur comment fonctionne la vente. Est-ce qu'il y a une position, par exemple, de concurrence déloyale de la part d'Apple par rapport à d'autres sociétés qui vendent sur le magasin d'Apple. On en est finalement, on revient par exemple au procès ou en tout cas au bisbille qu'il y a entre Apple et Spotify, où pour rappeler simplement, quand Spotify vend un abonnement via l'App Store, Spotify doit payer 30% à Apple. Quand Apple vend un abonnement Apple Music via son App Store, Apple ne paye pas 30% à Apple, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que à prix égal, ça coûte plus cher à Spotify qu'à Apple de vendre un abonnement. Il y a un vrai nœud là-dedans qui pourrait être résolu par l'ouverture à la concurrence des App Store pour qu'on puisse installer Spotify sur un App Store qui serait à côté. Là où effectivement je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Ellie, c'est que les arguments d'Apple en la matière me paraissent assez faibles. C'est-à-dire que
il parle beaucoup de la sécurité sur l'iPhone parce qu'on pourrait installer des applications à côté, sauf qu'on fait ça sur les Mac depuis 40 ans et que Apple a été parfaitement capable de sécuriser la chose. Donc l'argument de sécurité pour moi ne tient pas la route. Apple doit faire et fait déjà énormément d'efforts pour sécuriser son système. Donc je pense même qu'en fait le système est déjà prêt à recevoir ce genre de choses-là. Et pour ce qui est de la messagerie, je suis un peu plus partagé, mais c'est vrai qu'on ne peut pas nier que c'est très compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Et donc, alors, il y a les e-messages, et puis il y a WhatsApp, et puis il y a Signal, et puis etc. Donc, quand je fais de la formation avec les gens ne comprennent rien, quoi. Pourquoi, quand j'envoie un truc avec WhatsApp, ça ne va pas sur Signal ou sur mes SMS, etc. J'ai cette question tout le temps. C'est à ça que ça sert aussi les entités étatiques, c'est de créer des standards. Et il y a des moments où les standards sont quand même importants. On est, je pense, tous contents d'avoir des prises électriques qui sont standards par pays, voire communes à plusieurs pays, et qu'on n'ait pas laissé les grandes sociétés inventer leur prise électrique parce que celle-là, elle est mieux si elle a deux prises ou 3 prises. Est-ce que tu voyages beaucoup ? Parce que les prises, tu vas en Italie, il t'en faut une, tu vas en Angleterre, il t'en faut une autre, tu vas en Allemagne, il t'en faut une autre. S'il y a un endroit où il n'y a pas de... Non, mais j'ai pris la précaution de dire que c'était par pays ou par groupe de pays, parce qu'il y a certains pays qui ont les mêmes, et c'est venu avant qu'on soit dans un monde justement globalisé. Ces standards-là sont venus avant le monde globalisé. Aujourd'hui qu'on est dans un monde globalisé, on a intérêt à avoir, j'ai envie de revenir sur l'USB-C, on a intérêt à avoir des choses qui fonctionnent dans le monde entier. Et pour que ce soit dans le monde entier, il faut aussi justement... Je vois pas trop comment on pourrait faire l'impasse sur l'influence des entités gouvernementales pour avoir un mot à dire sur le sujet, parce qu'ils sont là pour non pas l'innovation et comment dirais-je, le résultat positif dans la feuille Excel, mais ils sont là sur le papier au moins pour la protection de leurs concitoyens. Ils ont qu'à s'occuper des prises d'abord alors. Moi je suis d'accord avec toi. Faisons un standard européen de la prise avant d'emmerder les autres. Je voudrais juste avoir le sentiment de François. Je sais que le sujet de l'App Store te passionne. Tu me cherches, toi. Non, je suis à moitié d'accord avec Fabrice et je suis à moitié d'accord avec Ellie. C'est peut-être parce que j'ai vécu quelques années en Normandie que je vais te dire peut-être d'un coup de maintenant. Je croyais que c'était ton côté suisse. Ouais, c'est mon côté suisse. Non, plus sérieusement, je rejoins Ellie sur un point, c'est que on sent vraiment qu'il y a une volonté de tout de mettre des lois partout et tout légiférer sur tout et n'importe quoi, sans doute. Maintenant, effectivement, je rejoins Fabrice, je pense qu'Apple, il y a un petit côté aussi où on veut garder la main mise dessus, et surtout pour l'aspect financier. C'est vrai que le fait que tout passe par l'App Store, ça permet à Apple de ponctionner ces 30% ou moins chez certains de commission. Maintenant, c'est vrai, quand on voit le Mac, aujourd'hui, quand on voit les couches de sécurisation qu'il y a, quand on voulait installer une application qui n'est pas signée, c'est très compliqué, etc. Donc c'est complètement transposable à mon avis, et surtout maintenant qu'il y a les Mac M1, Apple n'a plus d'excuses. Je pense que c'est vraiment qu'une volonté financière. C'est dommage qu'il faille encore taper sur les doigts d'Apple pour que Apple se décide à bouger. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'anticipation. On sent, avec Epic, on a reparlé cette semaine de l'article sur Reddit de le patron de la boîte, rafraîchis-moi la mémoire, Benjamin. Telegram, merci. On sent que ça bouge de tous les côtés et ça va commencer à être très compliqué de défendre Apple, je pense. Ellie, on passe à un deuxième sujet de ce POMES. Ça concerne l'augmentation des prix des services dont on vous a parlé, mais Apple commence à prévenir ses clients. Oui, absolument. Et j'ai d'ailleurs moi-même reçu le mail d'Apple qui me prévient qu'au 1er décembre, donc l'abonnement Apple TV+ va augmenter. Donc, un message très poli qui te donne d'ailleurs pas d'autres possibilités que tu sais que ça va augmenter. S'ils te disent que tu peux quand même te désabonner si tu ne veux pas subir l'augmentation. Est-ce qu'il y a une explication à cette hausse du prix ? Non. Si. Non. Si, non, mais nous, on a des explications, mais... Est-ce qu'Apple donne une explication dans son mail ? C'est ça ma question.
Ah, dans le mail, non, mais Tim Cook, sinon, on a parlé, que ce soit pour la musique ou pour Apple TV+. Ils ont avancé quelques arguments auxquels on souscrit ou pas, mais Tim Cook a parlé du fait que les licences pour la musique avaient augmenté, donc les producteurs musicaux avaient augmenté leur prix, donc il fallait le répercuter, et que ça on l'avait évoqué aussi nous dans iWeek, c'est pour Apple TV+, que maintenant que le catalogue était plus étoffé, c'était normal d'augmenter. Ça me permet de rappeler quand même que c'est ce qui s'est passé avec Disney+. On était assez étonnés quand Disney+ a été lancé du prix assez faible, et puis il a augmenté après, tout le monde le savait, donc c'était finalement assez... on pouvait s'y attendre avec Apple TV+. On peut le regretter, je suis le premier à le regretter, mais c'est pas... Mais ils n'ont jamais parlé illogique. de prix de lancement. Non, mais Disney+ non plus. On était tous étonnés. Ils sont arrivés avec 5 € ou 5,99 $. Ah bon, c'est tout ? Ah bah oui, mais puis une fois qu'ils ont eu plus de 10 millions d'abonnés, tiens, on va augmenter. Ce que Netflix a fait aussi, tous les autres. Donc il y a pas de Il y a une petite d'étonnement. nuance parce qu'ils ont rajouté un service supplémentaire qui n'était pas. C'est-à-dire que le Disney+, ils ont rajouté leur partie, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec les films et les séries pour adultes. Adultes. Pas sans aller dans le plus de 18 ans, mais ils ont justifié ça parce que ce n'était plus le Disney Plus de base, il y avait cette deuxième partie qu'ils ont fusionnée. Après, effectivement, je relisais le message qui est très très court. Merci d'avoir souscrit un abonnement Apple TV+. Nous souhaitons vous informer d'un changement à venir pour cet abonnement. Apple augmente le prix de cet abonnement de 4,99 à 6,99 à partir du 1er décembre, sauf si vous le résiliez. Cordialement, Apple. Bon. Voilà, c'est clair. Au moins c'est clair. Non, mais bon, c'est juste l'info, c'est qu'ils commencent à communiquer et qu'on sait que c'est à partir du 1er décembre. Voilà. Ah oui, c'est dans un mois. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je trouve ça, d'un point de vue, certains services comme Apple Music qui sont bien ancrés, l'augmentation va peut-être pas faire trop de tort, mais je pense que pour Apple TV+, qui a quand même peu d'écho, moi c'est vrai que je connais peu de personnes qui sont volontairement abonnées à Apple TV+, je pense que ça risque de nuire énormément au nombre d'abonnés, et autant pour la majorité des services, je dis ok, je l'entends, autant sur Apple TV+, je pense que stratégiquement de la part d'Apple, ça va être compliqué, sauf pour les gens comme peut-être vous, moi c'est le cas, je suis abonné à Apple One, donc c'est une augmentation globale, donc c'est lissé. Mais je pense que je me serais vraiment posé la question de lâcher Apple TV+, du coup, quoi. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit effectivement depuis quelques jours. Une petite rumeur au milieu des infos, elle concerne le futur iPhone SE 4, avec toujours des débats assez fondamentaux chez Apple, notamment sur la diagonale d'écran qui serait toujours pas fixée. François, Elie. Ouais, effectivement, c'est vrai que le SE4 est quand même dans les tuyaux, on en parle depuis un petit paquet de mois, voire, je vais pas dire d'années, mais presque. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué le fait que ce nouvel iPhone SE récupère l'écran de l'iPhone XR, donc il y a déjà quelques mois, qui était un écran de 6 pouces 1, tu me couperas Ellie si je dis une bêtise. Mais dans la rumeur aujourd'hui, on réévoque, potentiellement, ça pourrait être aussi un 5 pouces 7, ça jouerait entre les deux. Je pense que cet iPhone va avoir un rôle important parce qu'aujourd'hui maintenant le plus petit iPhone c'est l'iPhone SE. On a quelqu'un qui veut un petit iPhone est obligé de prendre un iPhone SE ou alors éventuellement un iPhone 13 mini qui est un très bon téléphone. Moi c'est celui que j'ai, je regrette pas d'avoir investi. Mais c'est vrai que je pense qu'Apple il faut vraiment pas qu'Apple se plante sur ce produit parce que ça reste l'entrée de gamme, qui est cher certes, mais ça reste l'entrée de gamme. Et je pense qu'il faut pas lui mettre un écran trop grand parce qu'il y a des gens qui sont adeptes de petits écrans. Enfin de petits écrans pour faire une liaison un peu plus juste, et ça risque énormément de nuire aux ventes de ces iPhones. Maintenant on parle de cet iPhone potentiellement uniquement pour 2024, donc ça veut dire que le SE3 resterait dans la gamme encore plus un an et demi, et à mon avis cet iPhone là il risque de mal finir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le design il est quand même hyper vieux, on voit que même maintenant du côté de l'iPad 10 a lâché le form factor classique, qui était au final un peu le même que celui de l'iPhone SE, donc il serait temps qu'Apple nous sorte un vrai iPhone, avec potentiellement, on évoque aussi un écran OLED, et pourquoi pas un passage directement à Dynamic Island. Alors je pense que ça va faire beaucoup de nouveautés, moi j'y crois pas trop. Non. Je pense qu'à mon avis on aura le droit au même design
que les iPhone 10, 11, 12 et 13. Dynamic Island, à mon avis, sera vraiment réservé à la gamme des iPhone 15 et 15 Pro. Mais on verra. Mais pour moi, c'est un iPhone hyper important au niveau parce que ça risque de devenir aujourd'hui l'entrée de gamme vraiment, et les gens vont sans doute plus se diriger vers ce téléphone-là quand on voit le prix des iPhone 14 et 14 Pro aujourd'hui. Il a une place importante dans la gamme. Et pour compléter l'info, c'est juste la source de cette information, c'est toujours Ross Young. Et comme vous le savez, c'est un spécialiste des écrans, donc c'est toujours à prendre au sérieux parce que ce monsieur-là ne parle que quand il s'agit d'écran. Ouais, il est généralement assez bien informé, le Ross Young. Ouais. On parle de Mac à nouveau avec toi, Fabrice, et des iMac bientôt déclarés obsolètes. Oui, de quelques iMac de 2013-2014 qui seraient donc déclarés obsolètes. Alors on rappelle ce que ça veut dire obsolète, ça veut dire qu'ils sont sortis, si ils tombent en panne, ils ne seront pas réparés, ils ne seront pas pris en compte par le service après-vente. Je suppose que par les APR non plus, Ellie. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où une machine devient vintage, qui est l'appellation Apple, ça veut dire que le jour où ils publient ça, on n'a plus accès aux pièces. Même si on savait les réparer, on ne peut plus commander la pièce pour le faire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ces machines arrêtent de fonctionner complètement. Non, bien sûr que non. Bon, donc si elles fonctionnent encore... Et donc ça peut être des candidates pour essayer d'installer avec quelque chose dont on va parler un petit peu plus tard, un système un peu plus récent que ce qu'elle supporte normalement. Attendez les coups de cœur et on vous en parlera. Ouais, alors juste pour être précis, donc ça tombera le 30 novembre si l'info est exacte. Et il s'agit donc des iMac 21,5 et 27 pouces de la fin 2013, du 21,5 pouces de mi-2014 et du 27 pouces Retina 5K de fin 2014. Voilà, donc ça fait 2, 3, 4 machines. Donc si vous avez besoin de les faire réparer, vous avez le mois de novembre en gros pour le faire. Après il sera trop tard. C'est ça. Mais ça donne 7 ans quand même. Ou pas? Ah non, mais ça fait 7 ans. C'est bien, normalement, c'est 7 ans de pièces détachées, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est à peu près la règle, hein, je crois. Il n'y a pas de scandale, en tout cas de ce point de vue-là. Nos coups de cœur et nos cartons jaunes au rouge de la semaine. On commence par toi, Ellie. Tu lances un cri de guerre ? Oui, Wakanda Forever. Pour ceux qui aiment Marvel, vous savez que la semaine prochaine, c'est un peu anticipé, il y a la sortie du dernier opus de chez Marvel et qui est la suite de Black Panther. Donc il s'appelle Wakanda Forever, et donc il y a maintenant les bandes annonces qui circulent, etc. Et donc ça va être un grand moment, c'est dans une semaine, mais vous pouvez déjà prendre vos places si vous voulez voir ça au Grand Rex ou dans un des cinémas équipés en Dolby Atmos. Et voilà, donc j'ai vu la bande annonce et vraiment ça m'a plu. Donc, je vais aller le voir au Grand Rex avec mon fils qui est fou de Marvel et qui a pris les places pour nous deux, mais je n'ai pas vu Black Panther, donc je vais très vite le voir cette semaine. Oui, parce que c'est très lié. Ah oui, il paraît, je suis pas du tout prêt encore, mais je te raconterai, Ellie, promis. François, tu as un coup de cœur, un coup de gueule, les deux ? Ouais, j'ai les deux. En fait, les deux sont liés. J'ai reçu, je voulais tester ces nouveaux iPad 10 qui ont été tant décriés. Mon coup de gueule, mon coup de cœur. Alors le coup de gueule, c'est l'écran de cet iPad. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur notre conversation privée. C'est vrai que le fait que l'écran soit pas laminé, c'est-à-dire que l'écran, la dalle en verre et la dalle LCD ne soient pas un seul élément mais deux, moi honnêtement je trouve ça rédhibitoire, et c'est vrai que je réfléchis énormément à m'acheter un iPad plus grand en compagnon quand je suis en déplacement et compagnie, et c'est vrai que je me suis dit voilà, ça pourrait être un bon compromis, mais ça pour
pour moi c'est rédhibitoire, donc c'est aussi pour ça que je vais le renvoyer. Je trouve que ils auraient pu au moins faire un effort là-dessus, autant sur les composants et compagnie je peux l'entendre, mais là sur l'écran, on est rendu quand même en 2022, ça fait un paquet d'années qu'Apple propose ce type d'écran, et je trouve ça vraiment dommage. Et mon coup de cœur par contre c'est le petit clavier qui va avec, il est cher certes, mais je trouve qu'il est vraiment pratique, je le préfère peut-être même au Magic Keyboard qu'on peut avoir avec l'iPad Pro, parce que il y a une rangée de touches de fonctions, le fait de pouvoir le détacher sans détacher la coque arrière, je trouve ça pratique. Enfin c'est vraiment, je trouve ça dommage, j'aurais aimé avoir les deux, mais hélas, faut choisir en gros entre avoir un écran laminé et un clavier Magic Keyboard, ou le contraire. C'est compliqué, mais Apple aurait pu faire quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, tu le renvoies, mais tu vas en prendre un autre? Ou tu vas attendre? C'est quoi ton option? Je pense que je vais attendre, soit pour partir sur un iPad Pro, peut-être à 11 pouces en M1 carrément, plutôt que de prendre le M2, ou alors attendre un iPad Air M2 qui arrivera bien à un moment ou à un autre. Mais je pense que je vais attendre un peu, parce que c'est vrai que les touches de fonction c'est pratique, donc il y aura bien un moment où Apple mettra à jour le Magic Keyboard avec ça, je pense. Et est-ce que tu te rends compte à quel point tu es privilégié, parce que nous, on n'a pas reçu ces claviers, mais même pas en démo, c'est-à-dire qu'on peut même pas le montrer à nos clients, pour te dire. Wow. Tu veux que je te l'envoie? J'aurais une petite question subsidiaire. Ouais, Fabrice. Savoir ce que tu as pensé, François, de la coque arrière avec la béquille, là. Ouais, je trouve ça pas mal. Après, je pense qu'honnêtement, ça a des côtés sympas quand tu veux consulter des médias, etc. Mais c'est vrai que du coup, il fait assez lourd. C'est assez lourd quand même à prendre. C'est-à-dire que si tu le détaches du clavier, c'est vrai que la coque arrière est quand même assez imposante. Maintenant, je préfère l'angle d'inclinaison. Je trouve ça plus discret que le Magic Keyboard de l'iPad Pro ou de l'iPad Air. J'aimerais bien qu'Apple nous sorte ça, mais pour l'iPad Pro, et je pense que ça aurait beaucoup de succès. C'est ce que beaucoup de gens attendent. Le Magic Keyboard, c'est un super truc, mais c'est vrai que le fait de devoir garder les deux et pas pouvoir les détacher, je trouve ça dommage. Et toi, Fabrice, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Ah oui, alors du coup, c'est un peu dans la continuité de la conversation qu'on a eu un petit peu plus tôt dans l'émission sur les remplacements des machines et l'arrivée des nouveaux modèles, etc. Mon coup de cœur, et là aussi, pour faire aussi plaisir à Gilles qui n'est pas avec nous, mon coup de cœur velu, c'est... référence à la semaine dernière. Exactement, on a parlé de ça dans la quotidienne, mais donc c'est un petit logiciel qui s'appelle OpenCore Legacy Patcher, qui permet d'installer Ventura sur des machines qui ne sont pas officiellement supportées par Apple. Donc je répète les précautions d'usage, parce que ça veut dire que si jamais ça se passe mal, il ne faudra pas aller voir Apple ou un revendeur Apple agréé, etc. pour dire j'ai cassé mon Mac, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Là, il faut prendre ses responsabilités. En revanche, si c'est une machine dont éventuellement on n'est pas sûr d'avoir besoin, ou plutôt on est sûr de ne pas avoir besoin totalement si jamais ça se passe pas bien. Voilà, moi j'ai utilisé ça pour installer Ventura sur un MacBook Pro 2015. Je sais que notre camarade Alex Lenoir l'a utilisé pour un modèle de 2014 ou 2012, je ne me souviens plus. Il a eu le même problème que toi, je crois, sur le moniteur détecté comme un truc énorme. Alors oui, c'est pas tout à fait, parce que lui il a utilisé la bonne version. La première fois que j'avais utilisé OpenCore, c'était pas encore la bonne version, j'ai essayé quand même, et donc du coup ça détectait effectivement sur un MacBook Pro 13 pouces, il considérait le système qu'il était attaché à un moniteur de 47 pouces. Ah, qui en plus donc n'existe nulle part que je sache, et donc il n'y avait donc pas d'accélération matérielle, et on pouvait pas changer la résolution, et résultat on était à la résolution maximale de l'écran Retina, tout était écrit tout petit, ça n'allait pas du tout. Alors c'est vrai que c'est un petit truc et astuce à donner, donc si vous vous lancez là-dedans, cherchez OpenCore Legacy Patcher. J'ai envie de dire, je vais pas en donner plus, parce que si déjà vous trouvez ça compliqué, simplement parce que je dis le mot, ça veut dire qu'il faut pas y aller, il faut pas essayer. Pour ceux qui sont un petit peu plus sûrs d'eux, vous pouvez y aller. Et le petit truc à savoir, c'est que donc il y a toute une procédure à suivre. Il faut créer une clé USB sur laquelle on peut démarrer avec Ventura dessus. Il y a une procédure à suivre, c'est pas très compliqué. Et ensuite, le truc,
que j'ai eu le plaisir de dire à Alexandre Lenoir, c'est que une fois l'installation terminée, il faut refaire un patch du système installé sur le Mac pour qu'ensuite, notamment, il trouve les bons drivers vidéo pour que tout rentre dans l'ordre. C'est ce qui s'est passé pour lui. Voilà, donc grâce à ça, on peut installer Ventura sur des machines qui peuvent remonter jusqu'à 2012, alors qu'officiellement, Ventura n'est pas supporté au-delà de machines datant de 2017. Donc pour donner un petit peu de vie supplémentaire à un Mac, je trouve que c'est une bonne façon. Et je terminerai en soulignant toutes les précautions d'usage à prendre. Si c'est votre machine de production, ne le faites pas. Si jamais c'est la machine sur laquelle vous le faites, va vous manquer absolument. Si jamais ça se passe mal, ne le faites pas. Et je ne peux que terminer en disant voilà, ça marche bien pour moi, je crois que ça marche bien pour Alexandre, ça marche bien pour tout un tas de gens. Je suis quand même assez content que ce genre de choses existe, parce que malgré les efforts louables que Apple fait en la matière pour que les systèmes soient mis à jour et les machines soient mises à jour longtemps, il y a quand même des machines qui peuvent encore servir et qui, ne profitant pas des dernières versions de système, ne sont pas mises à jour avec tout ce qui concerne la sécurité ou des choses comme ça. Et c'est dommage parce que la machine tourne bien, quoi. Un MacBook Pro de 2015, ça tourne en soufflant un peu les ventilateurs, comme disait François tout à l'heure, mais ça tourne bien quand même, et ça a fait marcher par exemple State Manager, dont on pourra reparler plus tard. Voilà pour mon coup de cœur. OpenCore Legacy Patcher. La nuit est tombée sur la petite Camargue. Je vous salue depuis Beauvoisin dans le Gard. Pas de cigales, il fait légèrement trop froid. Et pourtant, en ce 1er novembre, on a eu un soleil incroyable et il faisait 24 degrés tout à l'heure à Aigues-Mortes. Salut les copains, salut Ellie, à la semaine prochaine. Yes, bonsoir à tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Salut François. Salut Benjamin, je suis très jaloux parce que nous on a eu le droit à une belle tempête encore cette nuit. Ouais, c'était au sud qu'il fallait être aujourd'hui, je crois, pour être à peu près tranquille. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut à tous. Je confirme que dans le sud, tout s'est bien passé. Bon, on te retrouve sur ton site qu'on peut rappeler. On peut, pro-fusion-conseil.fr. Et aussi @Fabrice Neumann sur Twitter. On y est tous, hein. Ellie06, c'est toi Ellie. Yes. Fanchi, FANCHY56, c'est toi François. Et yes. Moi, c'est Benjamin Vincent, en un seul mot, tout simplement. Rendez-vous mercredi prochain, nous serons le 8 novembre 2022 et ce sera l'épisode 111. On vous conseille toujours évidemment la quotidienne iWeek, le podcast court compagnon de la semaine Apple du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. C'est gratuit, abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek sur toutes vos plateformes de podcast préférées. L'autre bon geste, c'est patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir, et puis les réseaux sociaux, Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, profitez bien de cette semaine, parlez d'iWeek autour de vous, vous le savez, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on a besoin de vous. À très très vite, belle semaine et à mercredi prochain. Bye bye, salut à tous. Salut à tous, bye. Ciao.